J'ai été détective privé pendant 4 ans, après une longue carrière dans les forces de l'ordre. L'ironie, c'est que c'est précisément au cours de ces 4 années, qui devaient être plus tranquilles, que j'ai rencontré l'affaire la plus terrifiante et troublante de ma carrière. Notre agence a reçu un appel d'une femme qui soupçonnait son mari d'avoir une liaison. Elle savait qu'il mentait lorsqu'il prétendait travailler tard, mais elle ne pouvait supporter le stress émotionnel de découvrir cette infidélité par elle-même, si c'était vraiment le cas. C'est là que je suis intervenu. Si le mari de la cliente avait effectivement une liaison, mon travail était de recueillir autant de preuves photographiques que possible, que je pourrais ensuite présenter à la cliente. À première vue, c'était une enquête typique pour un détective privé, quelque chose qui représente environ 30 à 40% de notre temps. Mais en réalité, c'était l'une des affaires les plus inquiétantes et mystérieuses de toute ma carrière. Comme je l'ai mentionné, la cliente avait elle-même fait une partie du travail préliminaire. Au début, cela ne la dérangeait pas que son mari travaille tard, et elle était même fière de lui, pensant qu'il consacrait son temps au bien-être de leurs enfants. Les véritables soupçons sont apparus lorsque leur vie intime, auparavant assez active, a commencé à se dégrader progressivement jusqu'à s'arrêter complètement. Son mari a commencé à se comporter de manière de plus en plus distante et semblait complètement désintéressé par tout ce qui ne concernait pas son travail. La cliente a essayé de lui en parler, mais il minimisait toujours la situation, comme si c'était une simple illusion de son imagination. Le tournant a eu lieu lorsqu'il est devenu soudainement très protecteur de son téléphone portable. Selon la cliente, son mari a eu un moment de panique à l'idée qu'elle puisse accéder à son téléphone. Ne pouvant accéder à aucun de ses appareils, elle a décidé de contacter son lieu de travail pour vérifier s'il travaillait vraiment tard. Il s'est avéré que c'était un mensonge. Elle a essayé de le suivre un soir après le travail, mais lorsqu'elle a vu qu'il se dirigeait vers la périphérie de la ville, elle n'a pas eu le courage de continuer. Le mari de la cliente ne travaillait pas tard tous les soirs, donc nous devions attendre son signal. Mais quand nous l'avons reçu, j'ai commencé à le suivre. Après son travail, vers 17h30, comme l'avait mentionné sa femme, il a conduit sur quelques kilomètres en dehors de la ville, puis encore un peu plus loin vers la campagne, avant de tourner dans un chemin de terre. Je ne l'ai pas suivi immédiatement. Ce n'est jamais une bonne idée de le faire lors d'une surveillance secrète, sauf en cas d'extrême urgence. Si le chemin aboutissait à une impasse, je risquais de me faire repérer, donc le mieux à faire était de continuer tout droit, de m'arrêter et de vérifier sur Google Maps où menait ce chemin. Selon Google Maps, le chemin de terre menait à 2 endroits, l'un étant un autre tronçon d'autoroute et l'autre un site industriel. Au début, j'ai pensé que tout cela n'était qu'une fausse alerte, car s'il se rendait dans un site industriel, cela pourrait avoir un rapport avec son travail. Cependant, pour en être sûr, j'ai décidé de vérifier à qui appartenait ce terrain et comment cela pourrait être lié à son emploi. Je me suis dit que je pouvais le faire, puisque j'étais déjà arrêté et que j'avais mon téléphone à la main. J'ai vu que, d'après Google, ce site industriel était définitivement fermé. Cela ne signifiait pas forcément que le mari s'y rendait pour de mauvaises raisons, mais cela a tout de même éveillé en moi des soupçons. Au lieu de rester assis à regarder des images satellites datant de 2013, j'ai décidé de faire demi-tour, de prendre le chemin de terre où j'avais vu le mari tourner, et d'aller voir ce site de mes propres yeux. Je me suis arrêté devant la grille, et j'ai vu un endroit très délabré, des conteneurs rouillés et des entrepôts en ruine. Encore une fois, cela n'excluait pas que le mari puisse être là pour des raisons professionnelles, mais je ne savais toujours pas s'il s'y trouvait réellement. Je ne voyais pas sa voiture, et la seule chose que je pouvais supposer, c'est qu'il avait continué par le chemin de terre en direction de l'autoroute. Il fallait que je le suive à nouveau pour être sûr de savoir où il se rendait. Heureusement, lors de la prochaine occasion où je l'ai suivi, il a de nouveau pris ce chemin de terre et cette fois-ci je l'ai suivi à une certaine distance. Lorsque nous sommes arrivés aux grilles fermées du complexe industriel abandonné, le mari de la cliente s'est arrêté et est sorti de sa voiture, juste au moment où je le dépassais. J'ai vu dans son rétroviseur qu'il me regardait, immobile à côté de sa voiture, telle une statue. Il attendait que je disparaisse au loin sur le chemin de terre avant de bouger à nouveau. J'ai réussi à m'arrêter à la fin de la route, là où elle rejoignait l'autoroute,
et je suis resté suffisamment longtemps pour avoir un aperçu furtif du mari de la cliente entrant avec sa voiture dans ce complexe industriel abandonné. Lorsque je suis revenu sur mes pas pour voir ce qui se passait, la chaîne de la grille était de nouveau fermée. Quand j'ai regardé à travers les barreaux en fer, il n'y avait aucune voiture visible. J'ai inspecté la clôture autour du complexe et j'ai découvert qu'elle était si rouillée et délabrée que pénétrer à l'intérieur serait relativement facile. Bien sûr, à chaque étape de l'enquête, je restais en contact avec la cliente, et comme on peut l'imaginer, elle était aussi curieuse que moi de savoir ce qu'il se passait dans ce complexe. Ou plus précisément, elle voulait savoir ce que son mari y faisait, s'il n'y avait aucun lien avec son travail. La cliente insistait toujours pour obtenir des preuves définitives, ou du moins prouver de manière irréfutable que son mari ne la trompait pas. En tant que détective privé, j'avais un avantage dans cette situation. Quand j'étais policier, je ne pouvais pas simplement entrer sur une propriété privée sans risquer de graves conséquences si je me faisais prendre. Mais en tant que détective privé, le pire qui pouvait m'arriver d'un point de vue juridique, c'était une accusation d'intrusion par la police. Cela me donnait évidemment beaucoup plus de liberté opérationnelle et me permettait d'entrer dans le complexe sans craindre de perdre mon emploi. Je n'ai pas essayé de pénétrer dans le complexe tant que je n'avais pas reçu des instructions claires de la part de la cliente. Après tout, un risque restait un risque et je ne voulais pas le prendre, sauf si c'était absolument nécessaire. Mais lorsque nous avons eu le feu vert et un appel nous informant que le mari travaillait à nouveau tard, je me suis préparé à obtenir la preuve ultime pour laquelle la cliente nous payait. J'ai répété le processus de suivi du mari depuis son lieu de travail jusqu'au complexe industriel abandonné. Cette fois-ci, cependant, au lieu de le suivre directement jusqu'à sa destination, j'ai continué tout droit sur la route pendant 10 à 15 minutes avant de faire demi-tour en direction du complexe. Quoi qu'il faisait et avec qui il le faisait, je voulais les surprendre sur le fait. Je ne voulais pas arriver alors qu'ils étaient en train de se préparer, de discuter ou de faire quoi que ce soit qui pourrait potentiellement compromettre toute l'opération. Cela devait être une opération délicate, mais elle illustre parfaitement pourquoi je n'avais pas envie de renoncer à ce métier, même après avoir atteint l'âge de la retraite. Alors que beaucoup de mes collègues étaient ravis de pouvoir s'installer dans une retraite paisible, à pêcher ou à passer du temps à la campagne, je savais immédiatement que l'adrénaline du travail de détective me manquerait. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que j'étais vraiment excité à l'idée d'entrer dans ce lieu, de localiser ma cible et de la surprendre sur le fait. Pas parce que j'avais des sentiments négatifs envers lui, mais simplement parce que je voulais résoudre cette énigme. Comme je l'ai mentionné, j'ai attendu environ 20 ou 30 minutes avant de garer ma voiture sur le chemin de terre. Puis j'ai cherché le maillon faible de la clôture que j'avais repéré lors de ma précédente visite. Une fois à l'intérieur, armé d'une lampe torche, d'une caméra vidéo et d'un pistolet, j'ai commencé à explorer le complexe industriel abandonné à la recherche du mari de la cliente. L'endroit était immense. Des rangées d'anciens entrepôts et des halls de production désertés. Mais les espaces entre eux étaient suffisamment larges pour permettre à un véhicule de passer. Finalement, je suis tombé sur un groupe de voitures garées devant l'un des bâtiments, un édifice en pierre grise qui se distinguait des autres. À ce moment-là, j'ai allumé la caméra, m'assurant de filmer la voiture du mari avec ses plaques d'immatriculation. Mais juste après avoir fait cette prise, j'ai commencé à entendre quelque chose de bizarre. D'abord des sons faibles, qui devenaient de plus en plus forts à mesure que je me rapprochais du bâtiment. C'étaient des sons qui ressemblaient à des cris étouffés, comme si quelqu'un avait la bouche bâillonnée ou que quelqu'un lui avait mis la main dessus. J'ai rangé ma lampe torche et sorti mon arme. Mon cœur a commencé à battre plus vite et, bien que je n'ai pas dit que j'étais terrifié, j'étais très inquiet. Comme je l'ai dit, je pensais que ce serait une affaire classique, où je devais juste suivre et filmer des preuves. En entendant ces cris, j'ai réalisé que ce n'était pas une simple affaire de détective. C'était quelque chose de complètement différent. Je me souviens m'être approché lentement de la porte de ce grand bâtiment en béton pensant « C'est vraiment une idée stupide ». Il y avait de fortes chances que je sois en infériorité numérique et que je sois aussi moins bien armé qu'eux. Mais l'idée d'abandonner quelqu'un qui criait là-dedans, souffrant peut-être, était quelque chose que je ne pouvais pas me permettre de faire. Peut-être par habitude plus que par principe,
mais je ne pouvais tout simplement pas partir. J'ai donc ouvert la porte, je me suis glissé à l'intérieur et j'ai commencé à avancer très prudemment vers la source des cris, qui semblait provenir d'une pièce au bout d'un couloir poussiéreux et sombre. Les cris avaient un rythme, d'abord des hurlements terrifiants, puis ils s'apaisaient, avant de reprendre de plus belle. Entre ces cris, j'entendais des voix, certaines qui riaient, d'autres qui parlaient, puis les hurlements recommençaient, aussi forts qu'avant. Je m'approchais de plus en plus, jusqu'à ce que je me retrouve juste devant la porte de la pièce d'où provenaient ces cris. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis assuré que mon arme était prête, et j'ai ouvert la porte, pour être accueilli par une scène digne d'un film d'horreur. Entouré de 5 hommes, un 6e était attaché à une chaise et visiblement torturé à tour de rôle. Il était presque nu, ne portant que des sous-vêtements, et du sang coulait de ses bras et de ses jambes. Son corps portait également des marques de brûlure. La première chose que j'ai criée a été « Police, ne bougez pas », ce qui, au début, a parfaitement fonctionné. J'ai ordonné à tous ceux qui n'étaient pas attachés à la chaise de se tourner face au mur, sauf à un, que j'ai forcé à détacher la victime. Je lui ai dit de ne pas me regarder, mais il ne m'a pas écouté. Dès qu'il a vu ma caméra vidéo, il a compris que je n'étais pas de la police. Parce que quel policier se promènerait seul avec une caméra vidéo? Peut-être qu'il avait deviné qui je n'étais pas, mais je n'étais pas la personne qui avait une arme pointée sur eux. Le type a libéré la victime, qui avait encore un bâillon dans la bouche et pouvait à peine marcher. Il marmonnait quelque chose sous ce bâillon. À l'époque, je pensais que c'était peut-être un « merci » ou quelque chose du genre, mais je lui ai dit d'attendre les remerciements jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. La dernière chose que j'ai dite à ces brutes sadiques était de rester où ils étaient, car quiconque nous poursuivrait serait probablement abattu par mes collègues, qui se dirigeaient vers les lieux. C'était un mensonge total, mais seul l'un d'entre eux le savait avec certitude, et apparemment, il avait plus de bon sens que je ne le lui accordais, car il est resté sur place avec les autres, au lieu de risquer d'être abattu. Je me souviens seulement du soulagement de voir que le groupe n'était pas lourdement armé et qu'il n'y avait pas eu de fusillade quand j'ai fait irruption dans leur pièce. Je n'avais toujours aucune idée de ce qui se passait là-dedans, mais je savais que c'était une très mauvaise affaire, probablement l'œuvre d'un groupe criminel organisé. Je pense que la pire enquête à laquelle j'ai jamais participé semblait au départ être une affaire typique d'adultère. Un client nous avait appelés, soupçonnant que sa femme le trompait avec un collègue de travail. Il voyageait souvent pour affaires et avait des soupçons depuis un certain temps, mais il avait besoin de preuves solides, alors il a fait appel à nous. Certains d'entre vous se demandent probablement pourquoi il n'a pas installé de caméra ou fouillé dans le téléphone de sa femme pour trouver des preuves. La réponse était simple, il manquait de compétences numériques. Le client avait plus de 60 ans et sa femme était dans la vingtaine. Il savait qu'elle le trompait, mais il ne pouvait pas obtenir le divorce sans preuve d'infidélité, conformément aux termes de leur contrat prénuptial. En ce qui concernait l'obtention de preuves, sa femme semblait toujours avoir une longueur d'avance sur lui. Il nous a raconté que la première fois qu'il avait soupçonné sa femme d'inviter son amant chez eux, il avait installé des caméras pour les attraper en flagrant délit. D'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert les caméras et avaient commencé à se rencontrer ailleurs pour éviter d'être pris. La prochaine étape a été de lui voler son téléphone, pensant qu'il pourrait deviner le mot de passe et consulter ses emails ou messages. Mais avant même qu'il ne puisse essayer, elle a verrouillé son téléphone. Un jeune technicien lui a demandé des milliers d'euros pour déverrouiller le téléphone et récupérer les données, alors que nous, pour la moitié de ce prix, avions promis de lui fournir des photos de leurs rencontres intimes, rien d'obscène bien sûr, mais suffisamment compromettantes pour qu'il puisse obtenir rapidement et sans problème le divorce qu'il désirait tant. Sa femme n'était pas idiote. Elle évitait de rencontrer son amant lorsque son mari était en ville. Mais vous savez ce qu'on dit? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est pourquoi, pour la piéger, son mari a planifié un faux voyage d'affaires, mais il n'a même pas quitté la ville. Il est resté dans un hôtel de luxe au centre-ville, et nous devions surveiller sa femme, lui envoyant des mises à jour toutes les 5 minutes. Ainsi, pendant 5 nuits de ma vie, j'ai suivi cette femme et son amant à travers toute la ville,
pendant que mon partenaire, assis sur le siège passager, prenait des photos. Où qu'ils aillent, chaque nuit, l'homme l'emmenait chez lui en banlieue, et le lendemain matin, il la ramenait chez elle. Il n'avait aucune idée que nous les suivions, surtout la nuit, quand il faisait sombre, et que les endroits qu'il fréquentait étaient bondés. Je faisais le service de nuit, de 20h à 8h du matin. Comme l'amant ramenait notre cible si tôt, mon partenaire et moi arrivions à cette heure-là, à moitié endormis, alimentés uniquement par du café. Mais un matin, l'amant est sorti seul, l'air d'avoir passé une nuit blanche, mais malgré cela, il se dirigeait vers la salle de sport à l'aube. Il portait un sweat à capuche et un short. Ensuite, il a jeté dans le coffre de sa voiture un sac de sport très rempli et est parti. Au début, mon partenaire et moi avons ri, plaisantant sur le fait qu'il avait probablement passé la nuit à faire des folies avec la femme du client. Bien sûr, nous avons remarqué que c'était un léger changement dans leur routine, mais nous n'y avons pas prêté trop d'attention. Du moins pas avant plus tard dans la journée. Comme je l'ai dit, je travaillais de nuit, alors environ 1 heure après avoir vu notre amant fatigué sortir de l'appartement. Nous avons transmis l'affaire à l'équipe de jour. Nous sommes rentrés chez nous pour dormir, et lorsque nous étions prêts pour notre prochaine mission, j'ai contacté l'équipe de jour pour savoir où ils étaient, afin que nous puissions les relever. À ma grande surprise, ils étaient toujours garés devant l'appartement de l'amant. Ils n'étaient pas rentrés du travail, et selon eux, la femme de notre client non plus n'avait pas quitté l'appartement. Notre équipe de jour pensait que le couple avait probablement eu une nuit bien arrosée, pleine d'alcool et de danse, entre autres choses. Mais lorsque vint 20 heures, et que ni la femme ni son amant n'avaient réapparu, ils ont commencé à se demander si quelque chose n'allait pas. Ils nous ont raconté tout cela, mais pour être honnête, il n'était que 20 heures. La femme aurait très bien pu passer la journée au lit, à se gaver de chips, tandis que son amant réglait ses affaires. Je me souviens avoir dit à mon partenaire « Je parie 20 € qu'il sera de retour avant la tombée de la nuit. Ce type doit être à bout de force. » Quelques heures plus tard, je lui donnais ces 20 €, tout en regardant l'emplacement vide de la voiture de l'amant. Nous n'avions rien d'autre à faire que de rester assis dans la voiture et d'observer l'appartement, en espérant voir un signe quelconque de la femme. Nous suivions sa femme, pas son petit ami, et si jamais nous décidions qu'il était nécessaire de le retrouver pour la localiser, nous nous en occuperions le moment venu. Alors, pour la 2e nuit consécutive, nous étions assis sous l'appartement de l'amant, ennuyés à mourir. Comme nous étions en contact constant avec le client et que notre travail nécessitait d'être honnête quant au progrès de l'enquête, nous avons dû admettre qu'il n'y avait eu aucun signe de sa femme ni de son amant depuis 24 heures. S'il devait s'écouler plus de temps, nous devrions commencer à envisager la possibilité qu'ils aient découvert qu'ils étaient surveillés et nous aient devancés. Le client nous a essentiellement dit « D'accord, tenez-moi informés » et nous a laissé poursuivre notre travail. Nous avons attendu toute la nuit, mais il n'y avait toujours aucun signe de la femme ou de son amant. À ce stade, nous avons pensé que la femme nous avait échappé, sortant par une porte arrière ou quelque chose du genre. Nous avons appelé notre patron et il a accepté que nous devions vérifier la maison du client pour voir s'il y avait des signes de vie, comme une lumière allumée dans la chambre ou le couloir, ce qui pourrait indiquer qu'elle était rentrée. Cependant, il n'y avait aucun signe que quiconque était chez elle. Peu de temps après, ce problème a été écarté, car l'équipe de jour a pris le relais pour les 12 heures suivantes, et nous avons enfin pu nous reposer. À 20 heures, lors de notre changement, nous avons appris qu'il n'y avait eu aucune activité ni à la maison du client, ni dans l'appartement de l'amant. L'équipe de jour avait également essayé de vérifier d'autres endroits que le couple fréquentait régulièrement, mais il n'y avait trouvé aucune trace. Cela faisait 36 heures sans contact, et ce n'était pas pour cela que les clients nous payaient. Alors que nous nous demandions comment remettre l'enquête sur la bonne voie, notre patron nous a appelés avec des nouvelles inquiétantes venant du client. Sa femme devait dîner avec une amie, mais elle ne s'était pas présentée. Inquiète, l'amie a appelé le mari de notre cliente, lui disant qu'elle n'avait reçu aucun message d'annulation et que sa femme ne répondait pas aux appels. Le fait qu'elle ait perdu contact avec elle était déjà préoccupant, mais le fait que son amie était sur le point de signaler sa disparition suggérait que l'affaire prenait un nouveau niveau d'urgence.
Nous devions nous assurer que la femme n'était pas toujours dans l'appartement de l'amant. La question était, comment y entrer? Comme il était à peine 9 heures du soir, j'ai pensé que je pourrais attraper le concierge du bâtiment et essayer l'un de mes vieux tours pour entrer. J'ai dit à mon partenaire de rester dans la voiture. Je suis sorti et me suis dirigé vers la porte du bâtiment, essayant de l'ouvrir. J'ai eu de la chance, car le pauvre concierge faisait un double service en tant que gardien de sécurité, donc quand j'ai commencé à secouer bruyamment la porte, il est venu voir qui j'étais. J'ai commencé à lui raconter que je cherchais un ami que je n'avais pas vu depuis quelques jours et que je m'inquiétais pour lui. Le concierge a commencé à me dire qu'il ne pouvait pas me laisser entrer sans l'accord du locataire, mais c'est alors que j'ai mis tout mon talent d'acteur à contribution. J'ai inventé une histoire larmoyante sur mon ami qui venait de découvrir qu'il avait un cancer et qui en souffrait énormément. En plus, sa mère était à l'hôpital avec une fracture de la hanche après être tombée dans les escaliers en apprenant la nouvelle. J'y suis vraiment allé à fond, disant tout ce qui pouvait susciter de la sympathie. Finalement, il a accepté de me laisser entrer dans l'appartement de l'amant, à condition qu'il me surveille de près tout le long. Mission accomplie, n'est-ce pas? Si la femme du client était là, je pourrais toujours prétendre m'être trompé d'adresse. Bien sûr, c'était un peu risqué de me retrouver face à elle, mais les circonstances n'étaient plus les mêmes. Le client ne s'inquiétait plus seulement de la fidélité de sa femme, il craignait qu'elle ne lui ait volé des bijoux et fui avec son amant, maintenant que nous avions perdu leurs traces. Il ne nous avait pas dit plus tôt que c'était possible, mais quand il l'a fait, la situation est devenue critique. Nous sommes donc montés au 2e étage, et le concierge m'a ouvert la porte de l'appartement que nous surveillions. Il m'a rappelé qu'il me suivrait à chaque pas. Nous avons commencé par le salon, puis nous sommes passés à la cuisine, et finalement à la chambre. J'ai voulu ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'ai appelé, pas nécessairement la femme du client, mais juste n'importe qui. Cependant, personne n'a répondu. Le concierge a commencé à dire qu'il n'y avait personne à la maison, mais j'ai expliqué que nous devions absolument ouvrir la porte de la chambre, car je craignais que mon ami ait fait quelque chose de terrible, à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Le concierge a dit qu'il n'avait pas les clés des portes intérieures des appartements, ce qui était compréhensible. Mais pendant que nous parlions, il s'est soudainement tu, ses yeux s'écarquillèrent de peur, et il désigna ma main. Il y avait du sang sur mes doigts et ma main, du sang ancien, à moitié séché, étalé sur ma peau, juste là où j'avais saisi la poignée de la porte. L'adrénaline a commencé à monter en moi. J'ai dit au concierge d'appeler la police, car soit ils allaient devoir m'arrêter pour effraction, soit ils voudraient eux-mêmes voir ce qu'il y avait derrière cette porte fermée à clé. Je savais que je devais rester de toute façon car j'avais des traces forensiques sur les mains. Lorsque le concierge a accepté d'aller chercher la police, je suis simplement resté dans le couloir et j'ai appelé mon partenaire pour l'informer que la situation avait pris une tournure vraiment sombre. Nous soupçonnions le pire, mais le confirmer ne rendait pas cela plus facile. La police est arrivée avec toute une équipe. Ils ont ouvert la porte de la chambre et l'ont trouvée là. Elle était étendue sur le sol, étranglée. Ce n'est que plus tard que nous avons appris que la femme du client avait tenté de rompre avec son amant après cette dernière nuit folle en ville. Elle pensait que sortir une dernière fois adoucirait le choc, mais après trop de verre, l'amant n'était pas aussi calme qu'elle l'avait imaginé. D'une manière ou d'une autre, il en était arrivé à la conclusion que si lui ne pouvait pas la voir, personne ne le pourrait. Ce matin-là, lorsque nous l'avions vu en tenue de sport, l'air épuisé, il avait tué la femme du client moins d'1 heure plus tôt. Nous étions assis dans la voiture, à quelques mètres de là, ignorant complètement qu'un meurtre se déroulait à moins de 100 mètres de nous. Rien que d'y penser aujourd'hui, des années plus tard, me rend malade. Savoir que nous étions si près, mais que nous n'avons rien pu faire pour l'empêcher. J'ai entendu dire que l'amant a été condamné à la prison pour meurtre au 1er degré, et que le riche client s'est remarié peu de temps après. J'ai une multitude d'histoires de mon temps en tant que détective privé, mais celle-ci me hante encore. J'ai travaillé pour une agence de détectives privée appelée AIS. AIS signifiait Atlas Investigative Solutions, et à l'époque, c'était probablement la société de détectives la plus réputée au Royaume-Uni. Ils n'engageaient que des anciens militaires et d'anciens policiers, et même là, ils ne prenaient pas n'importe qui.
Il te convoquait à un entretien pendant lequel il discutait de ton service et de tes qualifications, et ils étaient très pointilleux. Ils voulaient les meilleurs des meilleurs. En retour, ils offraient un salaire très généreux. En 1991, un vieil ami a reçu un appel d'un des recruteurs d'AIS, peu après que nous ayons tous deux quitté l'armée. Cependant, ayant promis à sa famille qu'après son départ de l'armée, il se concentrerait davantage sur eux, il a décliné l'offre et a opté pour un travail local de 9h à 17h. Sachant que j'étais célibataire et plus intéressé par l'augmentation de mon compte en banque que par une vie paisible, il m'a mis en contact avec le recruteur. Je dois vous dire qu'environ 60 à 70% du travail des détectives privés est terriblement ennuyeux. AIS pouvait être l'une des entreprises les plus fiables et respectées du Royaume-Uni, mais cela ne signifiait pas que nous vivions tous une aventure digne de James Bond. La plupart de nos clients étaient des membres de la classe moyenne supérieure, avec un client célèbre ou une personne de la haute société demandant parfois des informations discrètes. Toutefois, la majorité des tâches que nous réalisions étaient les mêmes que pour d'autres personnes. La seule différence était l'emplacement. Au lieu de rester assis dans une voiture dans une cité HLM, en attendant qu'un amant apparaisse dans un immeuble, nous étions garés devant des résidences luxueuses, surveillant les mêmes allées et venues. Ce qui était cependant relativement unique aux classes supérieures, c'étaient les cas que nous appelions des disparitions non signalées. Personnellement, je me suis occupé de quelques affaires où des enfants de familles riches disparaissaient, mais j'utilise ce terme de manière lâche, car 9 fois sur 10, ils traversaient simplement une période de rébellion et s'enfuyaient. Une fille est partie vivre dans une communauté végétalienne. La police l'a retrouvée, mais elle ne voulait pas rentrer chez elle, et comme elle venait d'avoir 18 ans, ils ne pouvaient pas la forcer à revenir. Tant qu'elle ne violait pas la loi, elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Mais cela ne satisfaisait pas papa et maman. Ils voulaient savoir où se trouvait leur petite fille, alors nous l'avons surveillée, piraté son téléphone et utilisé toutes les méthodes possibles. Les parents dépensaient des dizaines de milliers d'euros chaque semaine pour ce plaisir. Comme je l'ai dit, j'ai traité 6 ou 7 affaires de ce type, en travaillant seul. Ainsi, lorsque j'ai entendu parler d'un autre cas de disparition, j'ai pensé que ce serait similaire. Mais j'ai immédiatement remarqué que celui-ci serait différent. Les clients vivaient dans un petit village près de Lyon. C'est la raison pour laquelle on m'a proposé ce travail. Je connaissais bien la région. Je pensais qu'ils vivraient dans une grande maison de campagne, avec une voiture moderne dans l'allée, mais je me trompais. Ils ne vivaient pas dans la pauvreté, mais ils n'appartenaient pas non plus à la classe de mes clients habituels d'AIS. Leur personne disparue n'était pas non plus un enfant gâté parti avec la carte de crédit de son père. Ils étaient désespérés. Le disparu était leur fils, un boxeur prometteur de 21 ans que je vais appeler Robert pour protéger l'anonymat de la famille. Après sa disparition, les parents ont signalé l'affaire à la police, mais après des mois d'enquête, il n'y avait toujours aucun progrès. Ce n'était pas que l'enquête s'était arrêtée après l'interrogatoire de quelques suspects, mais les parents de Robert ont dit que la police avait fait face à un mur de silence. Personne ne l'avait vu, personne ne lui avait parlé, comme s'il avait tout simplement disparu dans l'air après être sorti de chez ses parents. Quand j'ai été appelé pour cette affaire, une campagne organisée par des bénévoles locaux venait de s'arrêter faute de fonds. La police de Lyon n'avait qu'un seul agent s'occupant de l'affaire, et ce de manière irrégulière. Cependant, les parents de Robert avaient recueilli suffisamment de fonds pour engager AIS, ce qui, croyez-moi, n'était pas une mince affaire. C'est à ce moment-là que je suis intervenu. La première chose que j'ai faite a été de rassembler toutes les informations disponibles sur l'affaire, y compris un profil assez détaillé du disparu. D'habitude, les personnes disparues ont quelque chose dans leur vie qui a mal tourné. Alcool, drogue, infidélité ou d'autres types d'addictions qui conduisent à des dettes ou à de plus grandes erreurs. Les parents de Robert insistaient sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec l'alcool, la drogue ou tout autre problème. Il ne buvait jamais, ne fumait pas et était très strict en ce qui concernait son régime alimentaire. Toute sa vie tournait autour de sa carrière potentielle de boxeur professionnel. Il évitait les ennuis et avait même trouvé un emploi dans un pub local pour économiser un peu d'argent afin de déménager à Lyon,
où il aurait accès à certaines des meilleures salles d'entraînement en France. En d'autres termes, il n'y avait aucun signe d'avertissement évident dans sa vie, jusqu'à ce que je demande s'il y avait eu des changements soudains ou s'il avait rencontré quelqu'un de nouveau ces dernières semaines ou mois. La mère de Robert m'a dit qu'il y avait eu une chose qu'elle avait signalée à la police dès le début de l'enquête, mais que, selon elle, ils avaient négligé. Ils lui avaient imposé la même question sur les nouvelles personnes dans la vie de Robert avant sa disparition, et voici ce qu'elle leur avait raconté. Un soir, quelques jours avant sa disparition, Robert a reçu un appel de quelqu'un que sa mère ne connaissait pas. C'était à l'époque où les familles avaient généralement un seul gros téléphone placé dans une pièce commune. Pour les jeunes garçons comme Robert, il n'y avait pas de notion d'intimité lors des conversations téléphoniques. Lorsque le téléphone a sonné ce soir-là, sa mère a été la première à décrocher. Elle pensait connaître les voix de tous les amis et entraîneurs de son fils. Robert était un jeune homme populaire et recevait souvent des appels de ses amis, entraîneurs, coéquipiers et partenaires d'entraînement. Sa mère demandait toujours qui appelait et échangeait quelques mots avec les interlocuteurs. Avec le temps, elle en reconnaissait la plupart à leur voix ou à leur façon de parler. Mais cet homme qui a appelé ce soir-là, elle ne le reconnaissait pas. Quand elle lui a demandé qui il était, l'homme a simplement répondu « J'appelle du pub ». Il n'a pas donné son nom et n'a pas semblé particulièrement amical. Il a juste demandé à parler à Robert. La mère de Robert a appelé son fils pour qu'il prenne l'appel, et après une brève conversation, Robert a remercié l'appelant et raccroché, mais pas avant de l'appeler par le prénom Tony. La mère de Robert n'avait jamais entendu son fils mentionner quelqu'un du nom de Tony auparavant, ce qui lui a immédiatement paru étrange. Comme je l'ai dit, elle était convaincue de connaître la plupart des personnes dans la vie de son fils. Elle connaissait même bon nombre de ses collègues du pub ainsi que quelques habitués, car Robert lui parlait souvent de ses quarts de travail. Il parlait de son patron et de certains collègues par leurs prénoms, et avait même des surnoms spéciaux pour certains des clients réguliers. Mais il n'avait jamais mentionné un certain Tony auparavant, et puisque Tony était suffisamment proche pour l'appeler à la maison, sa mère trouvait cela très étrange que Robert n'ait jamais parlé de lui. La mère de Robert a mentionné cela 3 fois à la police, et à chaque fois, ils lui ont dit que cette piste ne menait nulle part. Aucun Tony ne travaillait au pub, aucun des clients réguliers ne reconnaissait ce prénom, et la police a estimé que c'était un détail insignifiant qui n'apportait rien à l'enquête. Ils l'ont informé qu'il se concentrait sur une autre piste. À ce moment-là, la mère de Robert a accepté leur décision, mais avec le temps, cela l'a de plus en plus inquiété. Cela m'inquiétait aussi. Pour moi, l'affaire Tony n'était pas une impasse, mais plutôt une piste non résolue qu'il fallait explorer. Le lien avec Tony n'était pas la seule ambiguïté, car j'ai découvert que tout l'aspect lié au pub avait été complètement ignoré. Robert devait travailler ce soir-là, mais il n'est jamais arrivé au pub, et la police a supposé que ce qui avait causé sa disparition s'était produit sur le trajet de 30 minutes entre sa maison et son lieu de travail. Je comprenais pourquoi la police s'était concentrée sur ce trajet, en interrogeant les voisins à la recherche de témoins potentiels, et pourquoi ils voyaient le pub uniquement comme un lieu de collecte d'informations. Cependant, pour moi, le pub et ce mystérieux Tony étaient liés d'une manière ou d'une autre. Il fallait donc approfondir cette piste. Après avoir parlé avec autant d'amis de Robert que j'ai pu trouver, bien que je pensais au départ que cela constituerait la principale piste, j'ai décidé de me concentrer sur le pub. Je ne pouvais pas simplement entrer, me présenter en tant que détective privé, et m'attendre à ce que les gens me livrent des informations qu'ils n'avaient pas déjà divulguées. Je devais donc m'intégrer en tant que simple client, afin de recueillir des informations de manière discrète. L'argent que les parents de Robert avaient collecté suffisait pour 2 semaines de travail, donc sachant que je passerais pas mal de temps au pub où travaillait leur fils, j'ai déménagé de l'auberge où j'étais logé à une petite pension à distance de marche du pub. Ensuite, pendant les jours suivants, j'ai commencé à fréquenter le pub. Ma couverture était que j'étais un père récemment divorcé avec 2 enfants, séjournant dans une pension bon marché à proximité, essayant de se remettre sur pied. Cela justifiait que je passe mes journées à boire de la bière et peut-être à parier quelques euros sur les courses de chevaux. C'était un pub de village de petite envergure. Bière, tourte et paris placés par des parieurs compulsifs qui restaient assis dans leur coin
avec des journaux de résultats de course. Aussi déplorable que cela puisse paraître, j'y trouvais ma place. Après tant d'années passées dans l'armée, j'étais habitué à traîner dans des pubs miteux, et rester assis sur un tabouret de bar avec une pinte à la main était probablement l'une des parties les plus agréables de ce travail. Parfois, c'était même plutôt amusant. Le personnel du bar et les habitués semblaient sympathiques, mais malgré cela, je restais concentré sur ma mission et écoutais autant que je le pouvais. Je venais au pub tous les jours, buvais une bière à l'heure du déjeuner, une autre en fin d'après-midi, puis revenais le soir lorsque c'était le plus fréquenté. Au bout du 5e jour, j'avais déjà un accueil chaleureux de la part des clients réguliers et même le barman taciturne semblait s'adoucir un peu. Évidemment, cela me convenait, car cela signifiait que je pouvais commencer à poser quelques petites questions sans éveiller de soupçons. Il s'est avéré cependant que je n'avais pas besoin de poser de questions pour entendre quelqu'un mentionner le nom de Tony. J'étais assis là un jeudi soir, faisant semblant de regarder un match de football à la télévision, lorsqu'un homme négligé, portant une parka verte, est entré dans le pub. Il a salué brièvement quelques personnes, puis s'est dirigé directement vers le bar avec un air grave. Il s'est posté à côté de moi, a attiré l'attention du barman, qui l'a regardé comme s'il attendait une commande. Cependant, l'homme négligé a secoué la tête et a demandé à voix basse mais suffisamment audible pour que je l'entende. « Tony sera là ce soir ?» Il n'a pas chuchoté, mais clairement, il ne voulait pas que tout le monde entende sa question. Le problème était qu'il se tenait juste à côté de la personne qui se souciait le plus d'entendre cette question. Moi. Dès que j'ai entendu le nom de Tony, mes oreilles se sont tendues. L'homme a demandé où était Tony et le barman lui a répondu sur le même ton feutré que Tony passerait plus tard dans la soirée. L'homme négligé a demandé au barman de transmettre ses excuses à Tony s'il le voyait en premier. Le barman a simplement répondu « Garde-les pour toi, ce n'est pas à moi que tu dois faire bonne impression ». La façon dont il l'a dit donnait l'impression que cet homme allait tout droit vers l'échafaud. Après ce bref échange, l'homme négligé a quitté le pub, l'air très préoccupé. À ce moment-là, j'ai commencé à me faire une meilleure idée de qui pourrait être Tony. J'ai bien sûr changé son nom pour protéger les innocents, mais il était clair que Tony était quelqu'un dont les gens avaient peur. Cela signifiait que la mère de Robert avait raison de s'inquiéter pour lui, bien qu'elle n'ait aucune idée de l'étendue du danger. Sachant que Tony devait arriver plus tard dans la soirée, j'ai terminé ma bière, suis sorti quelques heures pour manger quelque chose et boire quelques cafés afin de me réveiller et d'être prêt pour le travail. Quelques heures plus tard, je suis revenu à la même place au bar, à l'affût de toute personne qui pourrait ressembler à Tony. J'étais à la moitié de ma 2e bière, et je commençais à craindre que le barman se soit trompé, lorsqu'un homme large est entré dans le pub. Il portait une énorme montre en or, de nombreux anneaux et une chaîne en or autour du cou. Il ressemblait à quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et ne voyait aucun problème à le montrer. Il ressemblait aussi à quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à soulever des poids, et pas sans l'aide de stéroïdes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai dû attendre qu'il s'approche du bar pour avoir une confirmation, mais la manière dont les gens le regardaient, à la dérobée, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il s'est approché du bar, et j'ai entendu le barman lui dire « Salut, Tony ». Tony a commandé une bière, s'est assis au bar, à quelques sièges de moi, et a commencé à discuter à voix basse avec le barman. Cette fois-ci, le pub était un peu plus rempli, et ils étaient assis plus loin, donc je n'avais aucune idée de ce dont ils parlaient. J'avais l'impression de perdre quelque chose d'important, mais je devais suivre mon plan. Je restais donc silencieux, regardant droit devant moi et essayant de saisir le moindre détail, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Après avoir fini son Guinness, j'ai entendu Tony dire au barman « À dimanche », puis il est parti. J'ai continué à venir au pub vendredi et samedi pour maintenir ma couverture, et le dimanche, j'étais dans le pub dès l'ouverture, attendant que Tony revienne. Tony est arrivé peu après 3 heures, s'est assis au bar et a demandé au barman de mettre la chaîne de boxe, commandant à nouveau une Guinness. Le barman a immédiatement exaucé sa demande, et Tony a regardé l'écran pendant quelques minutes, fasciné par les résumés de boxe diffusés à la télévision. Je connaissais un peu la boxe, suffisamment pour l'utiliser comme excuse pour engager une conversation.
Cependant, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est de me rappeler que Robert, mon disparu, était lui aussi passionné de boxe. Je ne peux pas décrire l'adrénaline que j'ai ressentie en réalisant que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Et il s'est avéré que la mère de Robert avait raison de s'inquiéter pour son fils. Tony et Robert étaient désormais reliés par 2 liens, et compte tenu du respect que les gens avaient pour Tony, je me suis rendu compte à quel point la police avait échoué en ne suivant pas cette piste. Sirotant ma bière, j'ai commencé à faire des commentaires sur la forme des boxeurs, leur technique de frappe et ainsi de suite. Je ne m'adressais pas directement à Tony, mais j'utilisais la vieille tradition des bars. Je parlais à haute voix, espérant que quelqu'un rejoindrait la conversation. Peut-être que cela semble un peu fou maintenant en l'écrivant, mais cela a fonctionné. Au bout d'un moment, Tony et moi avons commencé à échanger quelques remarques de temps en temps. Je me suis présenté, bien sûr sans donner mon vrai nom mais une variante, et lorsque j'ai fini ma bière, j'ai offert une autre à Tony. Il m'a demandé comment je connaissais autant de choses sur la boxe, alors je lui ai répondu avec une autre variante de la vérité. Je lui ai dit que j'avais aidé un ami à s'entraîner pour des combats lorsque j'étais dans l'armée. Il s'est avéré que Tony avait également été un boxeur amateur et avait conservé une énorme passion pour ce sport tout au long de sa vie. Il m'a demandé ce que je faisais à Lyon, alors je lui ai raconté toute une histoire inventée à propos d'un récent divorce amer. À la fin de mon histoire, Tony avait l'air plutôt désintéressé, alors pour maintenir la conversation, je lui ai demandé s'il pariait sur les matchs puisqu'il connaissait si bien la boxe. Tony a grimacé et a dit quelque chose du genre « C'est connerie ?» Non, plus maintenant. Pour éviter de rompre la conversation, j'ai prétendu que j'avais été un gros parieur avant de me marier et que maintenant que ma femme n'avait plus le contrôle de mes finances, je prévoyais de m'y remettre. Tony a levé les yeux au ciel, mais il restait impliqué dans la conversation. Alors je lui ai demandé s'il avait des astuces ou s'il connaissait de jeunes boxeurs talentueux sur lesquels il valait la peine de parier. Il m'a répondu que le meilleur conseil qu'il pouvait me donner était de ne pas parier sur la boxe professionnelle du tout. Selon lui, tout dans la boxe est truqué. Les juges sont payés, les combattants plongent sur commande. Et tout suit un scénario, le but étant de diriger l'argent vers les bookmakers. Peut-être que c'est mon côté cynique, mais je dois admettre que j'étais en partie d'accord avec lui. Je lui ai donc posé une question sincère, en lui demandant sur quel sport de combat il valait la peine de parier. Tony a fixé la télévision pendant un moment sans dire un mot, puis il a fait une expression très sinistre. Il souriait, mais avec un regard de loup, presque sanguinaire. Il a commencé à me parler de petits tournois de kickboxing en Thaïlande, auxquels il avait assisté, et de la façon dont, en connaissant le sport, on pouvait gagner des milliers d'euros en une seule nuit en pariant sur ces petits spectacles de 100 personnes en périphérie de Bangkok. Il disait que les grands combattants ne faisaient ça que pour l'argent, mais que les plus jeunes, ceux qui avaient du potentiel, se battaient pour l'honneur et les compétences, littéralement pour leur vie. Quelques victoires dans des ligues inférieures pouvaient leur valoir une place sur des cartes de combat plus prestigieuses, et l'argent qu'ils gagnaient pouvait sortir leur famille de la pauvreté. Selon Tony, c'était la forme de combat la plus pure qui existe. Tout le reste, c'était du théâtre. Il semblait que Tony connaissait énormément la boxe, même au-delà du sport lui-même. Il connaissait les paris, mais il semblait aussi en savoir un peu sur l'organisation des combats. Je lui ai alors demandé ce qu'il faisait dans la vie, s'il était impliqué dans l'organisation de tels événements ou s'il dirigeait une salle de sport. Il m'a répondu qu'il allait à la salle de sport, ce qui était évident en regardant sa carrure, mais il a ajouté qu'il n'organisait plus d'événements depuis des années. J'ai immédiatement su qu'il mentait. Peut-être que ça peut sembler être un cliché de détective, mais vous pouvez sentir quand quelqu'un ment. Tout le reste qu'il m'avait dit semblait authentique, mais cette phrase ne collait pas au reste. Il était évident qu'il était encore impliqué, mais il ne voulait pas l'admettre à un inconnu. À ce moment-là, j'ai réalisé que Tony pourrait être la clé de la disparition de Robert. J'avais un pressentiment qu'il ne mentait pas seulement, mais qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de bien plus grave. Robert, mon disparu, avait besoin d'argent pour déménager à Lyon, et si Tony était impliqué dans des paris illégaux ou des prêts usuraires, cela pourrait expliquer sa disparition. Je ne pensais pas que Tony l'avait tué.
C'était plus une question de savoir si Robert avait accumulé des dettes et s'était enfui par peur des conséquences. Je n'étais pas sûr que Tony était un usurier, mais j'ai décidé de ne pas aborder ce sujet lors de notre première conversation. Lorsque vous travaillez sous couverture, il est essentiel de gagner la confiance. Si vous poussez trop fort dès le départ, vous risquez d'être rejeté. J'ai donc décidé d'attendre jusqu'au lendemain pour revoir Tony. J'avais déjà un plan. Je lui ai dit que j'aurais bien aimé lui offrir une bière, mais que j'étais fauché, car ma future ex-femme avait bloqué l'accès à notre compte commun. Jusqu'à ce que je puisse vendre quelques affaires, je n'avais pas un sou. Tout prêteur expérimenté aurait vu cela comme une opportunité d'affaires. Cependant, Tony n'a pas réagi comme je l'attendais. Au lieu de me proposer un prêt, il a exprimé de la compassion et a proposé de m'offrir une bière. J'ai accepté son offre, surpris que ma théorie sur son activité de prêteur usuraire puisse être erronée. Je lui ai ensuite demandé s'il connaissait quelqu'un qui pourrait me prêter un peu d'argent à court terme. Tony a secoué la tête et m'a dit qu'il ne connaissait personne qui puisse m'aider. Mais après un moment, il a ajouté « Tu es sûr que tu auras de l'argent vendredi ?» Cette question était lourde de sens, et ce qui a retenu mon attention, c'était le regard de loup de Tony, similaire à celui que j'avais vu plus tôt. Je lui ai répondu que oui, j'aurais certainement de l'argent vendredi, ce qui n'était que le lendemain. Tony m'a regardé intensément pendant un moment, puis m'a demandé « Tu t'y connais en boxe, n'est-ce pas? Assez pour y mettre un peu d'argent ?» J'ai confirmé que je connaissais la boxe et que j'étais prêt à parier quelques euros. C'est alors que Tony m'a regardé avec un intérêt évident. Pendant un instant, il a évalué ma réponse, puis il a dit « Si tu veux gagner assez pour être tranquille pendant quelques années, sois ici samedi soir à la fermeture, avec 2000 en liquide. » Après ces mots, il a terminé son Guinness, m'a salué et est parti du pub. J'ai immédiatement informé mes supérieurs que j'avais une piste potentielle liée à une personne suspecte. J'ai également dit aux parents de Robert que leurs inquiétudes concernant Tony étaient entièrement justifiées. Le problème était que je n'avais toujours aucune preuve concrète reliant l'activité criminelle de Tony à la disparition de Robert. Je n'avais que de fortes suspicions. Nous savions que Robert avait besoin d'argent, c'est pourquoi il travaillait au pub, et si Tony lui avait offert de l'argent par le biais d'un pari illégal, Robert aurait pu s'endetter, incapable de rembourser. Il y avait beaucoup de possibilités, mais il manquait des preuves. Cependant, j'avais une occasion en or d'obtenir ces preuves en rencontrant Tony samedi soir après la fermeture du pub. Je savais que je devais être prêt. Je n'avais pas d'appareil d'enregistrement moderne, mais j'avais un petit magnétophone à l'ancienne que je pouvais cacher dans la poche de ma veste. C'était ma seule chance d'enregistrer ma conversation avec Tony, qui pourrait orienter l'enquête sur la disparition de Robert dans la bonne direction. J'étais excité. C'était la première fois dans ma carrière que je me sentais comme un véritable agent secret. Malheureusement, cette rencontre nocturne devait aussi être ma deuxième confrontation avec la mort. Conformément aux instructions de Tony, j'étais dans le pub avant la fermeture samedi soir. L'attente était tendue, mais finalement, Tony est apparu. Au lieu d'entrer et de s'asseoir au bar, il m'a fait signe depuis la porte et m'a indiqué de le suivre. Je suis sorti derrière lui, et alors que nous nous dirigions vers sa voiture, il s'est retourné brièvement. C'était ma seule chance. J'ai fouillé dans ma poche et allumé le magnétophone. Les cassettes ne duraient tant que 45 minutes environ, mais je savais que je devais prendre ce risque. Lorsque nous sommes arrivés à la voiture de Tony, j'ai remarqué deux types assis sur la banquette arrière d'une Mercedes grise. Cela m'a immédiatement alerté. Il me semblait étrange que Tony emmène des gardes du corps, mais j'ai essayé de me convaincre que, où que nous allions, il prévoyait de parier mon argent et préférait avoir de l'aide. Je me suis assis sur le siège avant, saluant nerveusement les brutes à l'arrière, puis nous sommes partis en direction inconnue. Bien sûr, la première question que j'ai posée à Tony a été « Où allons-nous » Tony a souri de manière énigmatique et a répondu brièvement « Tu verras ». Le silence qui régnait dans la voiture était gênant. Je ne connaissais pas bien la région, donc je n'avais aucune idée de notre destination. Finalement, incapable de supporter la tension, j'ai demandé « On va parier sur un match de boxe ?» Tony a répondu de manière énigmatique
Possible, avant de me demander si j'avais l'argent sur moi. J'ai menti en affirmant que j'avais l'argent et en tapotant la poche de ma veste, où j'avais en réalité une paire de chaussettes enroulées. Ce n'était pas un tour de magie hollywoodien, mais j'espérais que ce petit bluff fonctionnerait. Je lui ai demandé quel genre de combat nous allions regarder. Tony est resté silencieux pendant un moment, puis m'a rappelé ses paroles sur les combats de Muay Thai en Thaïlande, sur les jeunes combattants qui se battaient pour l'honneur et la survie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tony ne m'emmenait pas à un match de boxe truqué. Il m'emmenait à un combat illégal, brutal, qu'il avait lui-même organisé. Pendant toute la durée de notre conversation, le magnétophone continuait d'enregistrer et Tony devenait de plus en plus bavard. Alors j'ai décidé de poser des questions plus directes. Feignant la panique, je lui ai demandé « Ce ne sera pas un combat à main nue, n'est-ce pas ?» Tony a hoché la tête et répondu que les sports de combat pouvaient être dangereux. Parfois les gens tombent et ne se relèvent pas. Une triste vérité. Il a dit cela sans émotion, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. À ce moment-là, j'ai compris ce qui aurait pu arriver à Robert. C'était un garçon droit et honorable. Il n'aurait jamais perdu son salaire dans un pari. Mais que se passerait-il s'il avait accepté de participer à l'un de ces combats illégaux, espérant gagner suffisamment pour déménager à Lyon et réaliser ses rêves plus rapidement? J'ai pensé que c'était l'occasion idéale de poser une question qui pourrait amener Tony à avouer son implication dans la disparition de Robert. Je lui ai donc demandé s'il y avait eu des morts récentes dans le ring. Tony a immédiatement changé de ton et m'a dit « Je pense qu'on en a assez dit pour l'instant, non ?» Je commençais à reconnaître les environs, mais les bâtiments que nous passions n'avaient aucun sens. Il semblait que Tony nous faisait tourner en rond pendant 10 ou 15 minutes. Finalement, nous sommes revenus exactement là où nous avions commencé. Je lui ai demandé à nouveau « Où tu m'emmènes ?» Et il m'a répondu à nouveau « Tu verras ». Peu de temps après, nous nous sommes arrêtés devant un bâtiment que j'ai immédiatement reconnu. C'était la pension où je logeais. Nous sommes restés dans la voiture quelques secondes avant que Tony ne se tourne lentement vers moi et ne dise quelque chose qui m'a glacé le sang. « Nous savons qui tu es ». J'étais terrifié, mais je savais que je devais m'en tenir à mon histoire, quoi qu'il arrive. J'ai obstinément répété que je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, que j'étais exactement ce que je prétendais être. Cela n'a cependant servi à rien. Alors que je tentais toujours de me défendre, l'un des hommes assis à l'arrière a tendu la main par-dessus mon épaule et a sorti le magnétophone de ma poche, le montrant à Tony. Tony l'a pris et a froidement demandé « Combien d'autres comme ça tu as ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'un de ces hommes avait dû remarquer que je fouillais dans ma poche lorsque nous nous dirigions vers la voiture. Une seule question me trottait dans la tête. Comment diable savait-il? Lorsque le mensonge n'avait plus de sens, j'ai admis que c'était le seul magnétophone que j'avais sur moi. Tony a alors déclaré que nous allions discuter dans ma chambre. Il m'a menacé en disant que si j'essayais de dire un mot à quiconque dans la pension, il brûlerait tout le bâtiment avec moi à l'intérieur. Nous sommes montés dans ma chambre et les hommes de Tony ont commencé à fouiller l'endroit en silence, ce qui semblait surréaliste. Tony m'a ordonné de m'asseoir sur le lit et a expliqué qu'il avait fait quelques recherches sur moi avant de décider de m'emmener dans cette aventure. Il a commencé à dire que je lui avais causé beaucoup de problèmes, qu'il allait devoir changer ses habitudes parce qu'il ne pouvait plus me faire confiance. Peut-être qu'il ne pouvait pas m'empêcher de révéler tout ce que j'avais découvert, mais il pouvait s'assurer que je ne serais plus un problème. À ce moment-là, l'un de ces hommes a sorti un fil électrique de sa poche et a commencé à former une boucle. Tony expliquait que me tuer attirerait trop d'attention, mais qu'organiser mon suicide aurait l'air beaucoup plus crédible. Je me souviens de ces mots. Beaucoup d'anciens militaires finissent comme ça. Personne ne serait surpris de te trouver pendu dans une armoire, n'est-ce pas? Le fait que Tony et ses hommes aient accès à mes dossiers militaires était terrifiant. Mais paradoxalement, c'est probablement ce détail qui m'a sauvé la vie. Quand j'étais en Irlande du Nord, j'ai été blessé lors d'une embuscade de l'IRA, au cours de laquelle 2 de mes camarades sont morts. Ces événements ont conduit à mon renvoi de l'armée et il était clair que Tony avait lu tout cela. Il était prêt à me tuer,
Mais après avoir lu l'incident pour lequel j'avais été décoré, il a décidé que ce n'était pas digne de tuer quelqu'un qui avait déjà échappé à la mort. Tony a fait un discours sur le fait que nous étions tous deux des soldats, et que des soldats honorables ne se tuaient pas après la bataille. Les vainqueurs et les perdants trouvent un accord, a-t-il affirmé. Selon Tony, nous étions sur le point de trouver un tel accord. Nous n'avons pas vraiment conclu un accord, c'est plutôt Tony qui m'a imposé ces conditions. Il m'a dit que la seule raison pour laquelle il avait mentionné les jeunes boxeurs qui mouraient dans ces combats illégaux, c'était parce qu'il pensait que certaines personnes méritaient de savoir ce qui était arrivé à leurs proches. Il estimait qu'ils devaient accepter le fait que leurs proches ne reviendraient jamais afin de pouvoir faire leur deuil et continuer leur vie. Mais c'était le seul acte de grâce qu'il m'offrait. Il m'a bien fait comprendre que si l'un de mes collègues essayait un jour de visiter Lyon, c'est moi qui en paierais le prix. Tony et ses hommes savaient non seulement tout sur mon service militaire et mon travail, mais aussi sur ma famille. Ils savaient où habitait ma mère. Et ils ont menacé que si jamais je tentais de me mêler à nouveau de leurs affaires, ma mère se retrouverait pendue dans une armoire avec une lettre d'adieu expliquant qu'elle ne supportait plus la douleur de ses articulations. Cette menace m'a le plus terrifié, savoir que Tony pourrait s'en prendre à ma mère. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est que Tony connaissait son nom, son adresse et même son état de santé. Il savait qu'elle souffrait de problèmes de santé depuis près d'une décennie. En tant que personne qui travaillait moi-même dans le domaine de la collecte d'informations, j'étais stupéfait de voir comment Tony avait obtenu toutes ces données en seulement quelques jours. C'est là que j'ai compris que Tony ne travaillait pas seul. Il devait avoir des associés très influents et riches qui l'avaient aidé à obtenir ces informations si rapidement. Je ne sais pas s'ils avaient engagé l'une des entreprises de détectives concurrentes, ce qui, je dois l'admettre, leur aurait coûté une fortune. Après que Tony et moi ayons conclu notre accord, lui et ses hommes ont quitté ma chambre, emportant toutes mes notes et mes cassettes d'enregistrement. Je suis parti de Lyon avec un sentiment d'échec total, vaincu de manière dramatique et inattendue. J'ai raconté à mes supérieurs tout ce qui s'était passé, que j'avais été démasqué et que ma famille était en danger. Il faut leur rendre hommage. Ils ont immédiatement pris des mesures pour assurer la sécurité de ma famille. Cependant, la chose la plus importante que je devais faire était de dire la vérité aux parents de Robert. Bien que cela ne fasse pas partie de mon accord avec Tony, je savais que je ne pourrais jamais accepter de rester silencieux à ce sujet. Je leur ai dit que même si je n'avais pas de preuves, j'étais certain que Robert avait été manipulé pour participer à un combat illégal. Je leur ai également dit qu'il était très probable que Robert ait subi des blessures mortelles lors de l'un de ces combats et que les organisateurs aient dissimulé sa mort. Les chances de retrouver son corps étaient minces et les responsables ne seraient probablement jamais traduits en justice. Bien que la police ait reçu ces informations de ma part, Tony était probablement déjà en fuite, sachant que son implication dans l'affaire avait été révélée. Je me suis excusé encore et encore auprès des parents de Robert de ne pas avoir pu ramener leur fils à la maison. Mais leur réaction a été incroyable. Ils ont fait preuve d'une patience et d'une force incroyables. Ils m'ont dit que ce que j'avais fait était suffisant. Ils ont reconnu que je leur avais apporté plus de réponses et de tranquillité d'esprit que la police en près d'1 an d'enquête. Cela m'a profondément touché. Les parents de Robert m'ont dit que peu leur importait que les responsables de sa mort ne soient peut-être jamais traduits en justice. Ils croyaient que la justice qui les attendrait dans l'au-delà serait bien plus grande que toute peine qu'ils pourraient subir ici, sur Terre. Cette conclusion, bien qu'elle n'ait pas apporté de justice dans le sens traditionnel du terme, leur a permis de trouver une certaine paix. Pour moi, cela a été l'une des leçons les plus douloureuses de ma carrière. Parfois, la vérité et les réponses, bien qu'elles soient nécessaires, ne suffisent pas toujours à apporter le réconfort.